96% des victimes de violences sexuelles sont des femmes et 97% des auteurs sont des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système prospère non seulement sur une domination d'un groupe humain sur l'autre, c'est-à-dire des hommes sur les femmes, mais par ailleurs sur l'assujettissement, sur l'humiliation, sur les violences perpétrées par un groupe sur un autre. La réalité du patriarcat, c'est celle-là. À chaque fois que vous dites « not all men », vous fermez les yeux et vous voudriez que tout le monde fasse pareil. En 2014, il y a un jeune Californien qui s'appelle Elliot Rogers qui se lance dans une sortie meurtrière. Il va tuer et blesser une grosse dizaine de personnes et l'écrasante majorité des victimes, ce sera des femmes. Donc c'est bel et bien un féminicide et ce, d'autant plus que très vite, l'enquête met à jour des contenus violemment misogynes, des contenus numériques que ce jeune homme avait en sa possession sur son portable ou sur son téléphone. Bref, on assiste à un féminicide de masse et ce à quoi on assiste aussi dans la foulée, c'est que pour la première fois, on est quand même avant MeToo, il faut le rappeler, des centaines, des milliers de femmes vont raconter sur Twitter et ailleurs sur les réseaux sociaux les violences qu'elles ont subies, accompagnant toujours leur post d'un hashtag qui disait « Yes, all women », oui, toutes les femmes. Très vite apparaît ce deuxième hashtag, « Not all men », en réponse directe. C'est véritablement l'effet boomerang, c'est « Not all men », tous les hommes ne violent pas. Et depuis, on ne s'en sort pas. À chaque récit de violence faite aux femmes, vous aurez quelqu'un pour très vite dégainer ce not all men. C'est une arme extrêmement efficace pour permettre au patriarcat de prospérer. Si à chaque fois que vous entendez un récit de violence faite aux femmes, et donc l'idée selon laquelle le patriarcat aurait quelques inconvénients, si à chaque fois vous brandissez un not all men, vous rappelez que l'essentiel de ces soldats, de ces troupes de son armée, est au contraire formé de gens éminemment respectables. Donc vous entretenez l'illusion selon laquelle on vit dans un système qui est plutôt bien foutu, dans lequel tout le monde vit bien. La réalité, elle est tout autre, puisque 96% des victimes de violences sexuelles sont des femmes et que 97% des auteurs sont des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système prospère non seulement sur une domination d'un groupe humain sur l'autre, c'est-à-dire des hommes sur les femmes, mais par ailleurs sur l'assujettissement, sur l'humiliation, sur les violences perpétrées par un groupe sur un autre. La réalité du patriarcat, c'est celle-là. À chaque fois que vous dites « not all men », vous fermez les yeux et vous voudriez que tout le monde fasse pareil. Si le patriarcat fait système, s'il fonctionne aussi bien depuis la nuit des temps et sur toute la planète, c'est bien parce qu'il va trouver des représentants et des défenseurs absolument partout, dans toutes les couches de la société, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Pour les femmes, vous allez avoir, je crois, deux grands types. Alors, il faudrait rentrer dans la nuance, mais on n'a pas le temps et c'est pas le lieu, mais deux grands types de facteurs qui pourraient expliquer qu'elles utilisent elles aussi le not all men. Je crois qu'il y a, chez pas mal d'entre elles, un bon gros Stockholm. Ouvrir les yeux sur ce qu'on a soi-même subi, c'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement compliqué. Donc on va se dire qu'en fait, cette main au cul, on l'a bien voulu. Et comme ça, on pourra dormir tranquille. Ça, c'est la première catégorie. Et puis après, les violences sexistes et sexuelles, c'est pas une histoire de désir qui a mal tourné. C'est plutôt une histoire de violence qui a pas mal réussi. On est sur une histoire de domination. Donc, plus vous approchez des sphères du pouvoir, plus vous aurez mathématiquement d'agresseurs, de violeurs, de cogneurs, de harceleurs. Et c'est valable aussi pour les femmes. Plus elles vont approcher du pouvoir, plus elles vont valider un système qui leur a donné ce pouvoir-là. Et comme not all men est un outil de défense du patriarcat, elles vont l'utiliser aussi. Et après tout, c'est bien normal. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans des discours essentialistes où l'homme serait mauvais par essence et la femme serait bonne par essence. C'est ridicule, ça. Le hashtag Yes, all men, c'est l'idée que si tous les hommes, pris un par un, ne violent pas, et pardon, mais on va pas les féliciter pour ça, en revanche, l'écrasante majorité des violences, tout type confondu, sont commises par des hommes. C'est, je dirais, tout type de violence confondue, on est entre 80 et 90%. Sur les violences sexistes et sexuelles, on est plutôt à 95 voire 97%. C'est-à-dire que tous les hommes ont à voir avec un système dont ils ont plus ou moins profité. Certains n'auront pas violé, certains n'auront pas cogné, bien évidemment. Mais dans un système qui assure une sorte de privilège de fait à une catégorie d'individus, qu'ils le veuillent ou non, consciemment ou non, à des degrés plus ou moins graves, ils en auront profité. Ce que raconte l'affaire dite des viols de Mazan, c'est ces deux choses-là. C'est-à-dire que le seul point commun parmi tous les accusés,
les 51, qui venaient de milieux différents, qui avaient des métiers différents, qui avaient des âges différents. Le seul point commun, c'est que c'était des hommes. On aurait pu, si ce n'est faire le procès de la masculinité, du moins l'interroger et se demander ce qui fait que tous ces hommes-là, et pour le coup, ils se comptent par centaines, aient pu participer au système pellico. Et donc comment, au-delà, ça nous aurait permis de réfléchir, deuxième cercle de réflexion, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on vive dans une société où on puisse commettre un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30, que 97% des auteurs de ces violences soient des hommes, qu'ils s'en sortent la plupart du temps puisque 0,6% seulement des viols débouchent sur une condamnation. Qu'est-ce que c'est que ce masculin-là? Comment est-ce qu'il est fabriqué? Est-ce qu'on en veut encore? Moi non. Est-ce qu'on a les moyens d'en finir? Oui. Mais quand est-ce qu'on commence? Et peut-être qu'on commencerait d'ailleurs en arrêtant avec le not all men. Ce serait une bonne piste de départ. Comment on met fin aux violences sexistes et sexuelles? Rien que de poser la question, c'est réjouissant parce que on a quand même passé un paquet d'années à se dire qu'on n'y pouvait rien, que c'était une espèce de fatalité, que l'homme violait parce que c'était dans sa nature et que les femmes étaient des proies parce qu'elles le voulaient bien. Le fait de se poser la question, ça rappelle que c'est un système politique, qu'il a été construit et que comme tel, il peut être déconstruit. On voit très bien ce qui se passe en Espagne. À partir du moment où vous avez des politiques féministes qui sont mises en œuvre, à partir du moment où elles arrivent à faire voter des budgets qui sont à la hauteur des enjeux, à partir du moment où elles arrivent à faire rédiger des lois bien foutues, complètes, intelligentes, alors le nombre de féminicides et de viols, il fait comme ça. Pour l'instant, on est dans ce que j'appelle le déni français, c'est-à-dire chez nous, ça n'existe pas. Les violences sexuelles, c'est toujours l'autre. La vérité, c'est que ça arrive en France comme partout ailleurs, à une cadence absolument infernale. On est quand même à plus de 200 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année, plus de 200 000 femmes victimes de viols chaque année ou d'agressions sexuelles. Donc la cadence, elle est quand même infernale. La réponse judiciaire, elle n'y est absolument pas. Les classements sans suite pour les affaires de violences sexistes et sexuelles ont encore bondi. Elles ont pris 7 ou 8 points, je crois, depuis le début de MeToo. C'est dire si on passe à côté du problème. Quand même, aujourd'hui, c'est 94% des plaintes pour violences sexistes et sexuelles qui sont classées sans suite. Je crois qu'il est temps que chacun, que chacune, se pose véritablement la question de savoir quelle a été sa place et quel a été son rôle dans ce système-là. C'est extrêmement douloureux de reconnaître qu'on a été victime d'une agression ou d'un viol. C'est extrêmement compliqué de se dire qu'on a été complice parce qu'on a laissé faire. Maintenant, est-ce qu'on a le choix? Je crois pas vraiment. Je crois qu'il est temps de sortir de cette posture, de cette espèce de neutralité hyper confortable qui n'existe pas en réalité. Il faut se rappeler que dans un système de domination, la neutralité donne mathématiquement un point à celui qui domine. Il y a beaucoup de signes encourageants. On n'a jamais été aussi nombreuses que le 8 mars dernier. Vous avez le documentaire sur Bertrand Cantat qui cartonne et qui fait des millions de vues. Vous avez Anouk Grimbert qui sort son livre et qui fait à son tour, qui prend la parole, qui raconte, qui dit et qui dénonce Depardieu qui vient d'être condamné, Bedos qui a été condamné. Je veux dire, il y a des choses qui se passent. Donc de deux choses l'une. Soit on considère que elles existent ces choses-là et on décide de s'appuyer dessus pour trouver la force de continuer. Soit on retourne sous sa couette et on dit à quoi bon. Et moi, la couette et le à quoi bon, je peux pas.